Très bien, les gars. Eh bien, jamais je n'aurais cru que cette enquête nous mènerait à ce moment, et je ne parle même pas du procès. Je fais référence à quelque chose de bien plus grand. Tout d'abord, je dois vous le faire savoir. Il y a à peine 3 heures, on annonçait l'effondrement du gouvernement français. Oh, d'accord. Ouais, c'est là. Le New York Times. Le gouvernement français s'effondre. Encore une fois, la paralysie s'aggrave. Mais je ne veux pas que vous soyez distraits parce que je pense c'est en quelque sorte une distraction, un petit peu. Ils ne veulent pas que vous regardiez Devenir Brigitte, saison 2. Personnellement, je pense qu'Emmanuel Macron veut partir. Non, à la place, ils disent au peuple français de descendre dans la rue. J'espère qu'à ce stade, vous avez compris que ces décisions, comme qui sera président et quand, sont en réalité prises dans une salle de réunion. Si vous ne comprenez pas cela, j'espère que ce sera le cas à la fin de cet épisode. Alors, bienvenue à nouveau dans Devenir Brigitte 2. Il se passe beaucoup de choses, les amis. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Je veux que vous me preniez au sérieux quand je dis ça, d'accord? Sérieusement. Je n'essaie pas d'être drôle ici. Brigitte Macron ne marche pas, c'est vrai. Elle ne marche pas, c'est vrai. On peut apprendre beaucoup de choses de la démarche de quelqu'un et je veux que vous prêtiez une attention particulière à la façon dont elle marche. Voici un extrait où on la voit sortir d'un magasin à Paris. Regardez bien ici. C'est ralenti pour vous. Regardez simplement les jambes, la posture. C'est intéressant. D'accord. Et bien sûr, pour ajouter à cela, le désormais célèbre extrait de Brigitte en tant que professeure de théâtre. Vous pouvez observer sa façon de marcher, mais plus important encore, la façon dont Brigitte s'assoit. Regardez cet extrait. Et oui, c'est authentique. Il y a quelque chose dans la manière dont Brigitte est assise que, quand on regarde ça en tant que femme, on se dit, ce n'est tout simplement pas comme ça qu'une femme s'assoit, n'est-ce pas? Nous ne nous asseyons pas de cette manière, jambes écartées. On a tendance à comprendre que quand on regarde cette image, on voit quelqu'un qui est un mec. Mais ce qui m'interpelle le plus à ce moment-là, c'est sa façon de marcher, un peu jambes écartées. N'est-ce pas, quand on la voit sortir du magasin, je dirais que cette démarche en particulier est assez militaire, parce qu'il est difficile, quand on a été longtemps dans l'armée, de se défaire de cet entraînement. Pour vous rappeler, Jean-Michel Trognot, le soi-disant frère de Brigitte, a un dossier militaire que le gouvernement refuse de divulguer pour une raison quelconque. Il s'agit d'une carrière militaire assez longue. Et c'est à ce moment-là que Jean-Michel Trognot disparaît, en quelque sorte. Vous devez également savoir qu'il a été confirmé qu'il détenait le grade de sergent en Allemagne. C'est très relatif. Il détenait le grade de sergent en Allemagne lorsqu'il était au Spire Club. Et nous pouvons le suivre autant que possible en termes de traçabilité. C'est en grande partie grâce au livre de Xavier que nous pouvons retracer Jean-Michel. Pour récapituler, je vais vous montrer des photos de Jean-Michel Trognot à travers les années. Le voici en 1953, à l'école à Amiens. Nous avons aussi la photo de 1954 de Jean-Michel à l'école à Amiens. Et enfin, nous avons cette photo de 1955 de lui à l'école à Amiens. Bien sûr, la grande photo, la grande première, c'était de le voir, ce qui a été très difficile pour Xavier de se procurer en 1963, à l'âge de 18 ans. Il est en école d'ingénieur. Mais Xavier Poussard révèle dans son livre que cette période, ce moment où il était en école d'ingénieur, a été un peu compliqué. Je veux que vous considériez cette période comme nous le ferions en Amérique, c'est-à-dire comme le lycée. C'est la façon la plus simple de concevoir cette époque. Donc, en 1963, à l'âge de 18 ans, Jean-Michel aurait dû recevoir son diplôme. Au lieu de cela, Xavier Poussard découvre que, pour une raison quelconque, bien qu'il figure sur la photo de classe de 1963, Jean-Michel Trognot n'avait en réalité pas obtenu son diplôme et il y avait toutes sortes de bizarreries lorsqu'il essayait d'obtenir ses dossiers. Je vais vous lire ceci tiré de son livre. Il a écrit, je cite, « Le document de 20 pages montre », et là, il fait référence à ses dossiers de scolaire, que
Jean-Michel Trogneux, alors âgé de 18 ans, l'âge auquel le diplôme est normalement délivré en France, n'avait pas fréquenté l'école les années précédentes, les 3 années précédentes. Et il n'avait aucun diplôme, même pas le BEPC, qui est normalement délivré à la fin de la troisième. D'accord, donc c'est étrange. Où était Jean-Michel Trogneux quand il avait 15, 16, 17 ans? Il dit aussi qu'il avait tellement d'absence lorsqu'il était dans cette école. Ensuite, on avance rapidement jusqu'en 1967. Et à l'âge de 23 ans, on sait que Jean-Michel Trogneux est de nouveau en Allemagne, dans ce club de Spire. Je veux aussi que vous sachiez que c'est dans la Rhénanie, d'accord? C'est la région qui a causé beaucoup de tensions pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? La Rhénanie allemande. Nous savons aussi, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il détenait le grade de sergent. Mais Xavier Poussard, dans son livre Devenir Brigitte, est sans équivoque sur l'identité exacte de Jean-Michel Trogneux. Il veut que vous sachiez que Jean-Michel Trogneux devient Brigitte. Il a écrit ceci, et je cite, « Par conséquent, nous pouvons conclure que Jean-Michel Trogneux vit sous l'identité civile de naissance de sa sœur, Brigitte Trogneux, depuis au moins 1986. » Logiquement, donc, Sébastien Laurie et Typhon Osier, les enfants de Brigitte, sont administrativement ses neveux. C'est remarquable qu'il ait écrit cela dans le livre, car Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi pour diffamation. Pourquoi cela? Pourquoi Xavier Poussard, si cette information est fausse, n'a-t-il pas été poursuivi pour diffamation? C'est un citoyen français. Ce serait le plus logique. C'est un indice, les amis, d'accord? Le président Macron, qui panique en ce moment, n'a pas vraiment pu donner d'explication à propos de ce procès en Amérique. Il a dit que c'était parce que l'affaire avait pris une telle ampleur en Amérique qu'il devait faire quelque chose. L'affaire avait pris une telle ampleur en Amérique qu'il devait faire quelque chose. Ça, mes amis, c'est un autre indice. Je vais vous dire une chose. Quand on panique, on a tendance à faire des erreurs. Même avant que nous ne commencions cette série, les McCrone avaient déjà envoyé des avocats. Ils avaient déjà envoyé des enquêteurs pour se renseigner sur moi. Emmanuel Macron s'est envolé pour les États-Unis afin de parler à Trump peu de temps après. Alors nous devons nous demander, qu'est-ce qu'il y a en particulier dans ma voix et dans ma portée en Amérique qui inquiète autant le palais de l'Élysée? En retraçant la vie de Jean-Michel Trogneux, Xavier Poussard est, sans le vouloir, je pense, tombé sur ce qui va probablement nous mener à la vérité. Voici ce qu'il a écrit dans Devenir Brigitte. Il a écrit, je cite, ou plutôt il a demandé, je cite, « Qu'a fait Jean-Michel Trogneux entre juin 1968 et 1973? » Bien que l'on sache peu de choses sur cette période de sa vie, Brigitte a toujours affirmé avoir regardé à la télévision, depuis les États-Unis, l'alunissage américain de 1969. Oui, la réponse est évidente si vous faites attention. C'est que Jean-Michel Trogneux devait forcément être ici, en Amérique, de 1968 à 1973. Ils sont paniqués parce qu'il y a quelque chose ici, aux États-Unis, auquel nous devrions avoir accès. Les McCrone avaient vraiment besoin que l'enquête sur la vie et le passé de Brigitte reste limitée à la France, n'est-ce pas? Parce que Jean-Michel Trogneux n'était pas en France pendant ces années-là. Par conséquent, il est peu probable qu'un journaliste français ait pu résoudre ce mystère seul. Malheureusement pour les McCrone, le destin a voulu que ce journaliste français Xavier Poussard fasse équipe avec une Candace Owens très persévérante. Encore plus de panique, encore plus d'erreurs du côté du palais de l'Élysée. Le simple fait de déposer une plainte était une mauvaise idée. Mais au-delà de ça, c'était bâclé. MKUltra, 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 répété 18 fois. Les chiens n'aboient que s'ils perçoivent une menace. Je vais donc rapidement vous rappeler que nous avons trouvé un Jean-Marie Trogneux, je pense que cela pourrait être le père de Brigitte, sur un navire en 1961 venant de France, faisant escale au Canada, puis arrivant à Auckland, en Californie. Et il se trouve que ce navire en particulier a été impliqué dans un procès cette même année, ce qui nous a permis de savoir quel type de cargaison il transportait. Étrangement, je vous avais dit que c'était un aimant de 8 000 livres. Et j'ai demandé en passant, que fait-on avec un aimant de 8 000 livres? C'est bizarre. Mon mari a tout de suite dit,
Ça, c'est du matériel militaire. D'accord. Intéressant. Aussi, la personne qui commandait ce navire était un capitaine nommé Guy Choplin. D'accord. Il était aux commandes du navire et pourtant, nous n'avons pu trouver que 2 photos de cette personne. Et l'une d'elles, qui semble être son dossier officiel en tant que capitaine, on dirait qu'il est un enfant. La voici, c'est Guy Choplin là dans le coin. Tout ce que nous avons pu déterminer sur Guy Choplin, c'est qu'il est né en 1910 et qu'il est décédé en 1994. Ah, d'accord. Et puis, je trouve un peu qu'il a le visage trognon, genre les oreilles, mais ce ne serait que de la spéculation. Alors, passons à la suite. Ce qui n'est pas de la spéculation, c'est que dans les années 1960, MKUltra battait son plein à travers la Californie. Et notre gouvernement était plutôt dérangé, vraiment dérangé dans ce qu'il essayait de faire avec ce programme. Il s'intéressait spécifiquement, et ce n'est qu'une facette de MKUltra, à l'utilisation d'aimants, je ne plaisante pas, pour pirater nos cerveaux. J'aimerais plaisanter, honnêtement, mais il faut que vous le sachiez. Parmi les nombreux projets qui utilisaient des aimants, il y en avait un qui s'appelait sous-projet 119. Le gouvernement voulait voir s'il pouvait modifier nos ondes cérébrales en utilisant de gros aimants. Oui, je ne plaisante pas. C'était l'époque d'une psychologie complètement dérangée. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'époque où la psychologie n'était pas dérangée, mais celle-ci était vraiment spéciale. Ils devaient voir s'ils pouvaient pirater et contrôler nos esprits, et les électroaimants étaient un élément majeur du projet MKUltra, l'agenda des expérimentations MKUltra. Ce projet, en particulier le sous-projet 119, était dirigé par 2 médecins de l'UCLA qui ont compris que les cerveaux émettent de basses fréquences selon les activités respectives. Donc, ils disent « Oh, le cerveau émet ces fréquences ». Et ils se demandent alors s'ils pourraient manipuler ces ondes cérébrales de façon électromagnétique. L'Université de Stanford s'est également intéressée à ce sujet. Des recherches sur les électroaimants ont été menées au début des années 70. C'est-à-dire que si vous regardez les annuaires de Stanford de cette époque, ils en parlent beaucoup. Et comme je l'ai dit, je le sais parce que j'ai consulté ces archives d'annuaires, elles sont très intéressantes. Le directeur de MKUltra était le docteur Joyeux West, nous le savons. Et selon le livre de Tom O'Neill, Chaos, nous savons que Jolie West est allé à l'Université de Stanford en 1966. Et ce que je vais vous dire, c'est l'expérience de la prison de l'Université de Stanford. Cela va vous choquer positivement. Parce que, bien sûr, vous me connaissez, je suis curieux. J'ai dû envoyer quelqu'un là-bas pour accéder à ces fichiers. Et bien sûr, j'ai aussi dû contacter moi-même l'un des prisonniers qui avait participé. Mais d'abord, je veux vous donner un peu de contexte sur l'expérience, d'accord? Alors, en réalité, les histoires les plus dramatiques concernant l'Holocauste n'ont commencé à apparaître que des décennies après l'événement. En fait, même les histoires à propos du docteur Mengele, un historien israélien, Ephrem Gorshov, a découvert que son image auprès des anciens détenus d'Auschwitz interrogés juste après la guerre était inoffensive. L'ange de la mort, qui a commis des atrocités indicibles, est devenu ce personnage progressivement au fil du temps. Et dans cette évolution, les gens ordinaires ont commencé à se demander « Devons-nous vraiment croire que tout le monde s'est simplement lancé et a participé à ce mal? Les gens sont-ils intrinsèquement mauvais au point que, si vous voyez quelqu'un commettre ces actes terribles, vous allez vous joindre à lui? Comme tous ces nazis ont fait ça parce que, vous savez, il faut bien justifier les procès de Nuremberg, vous tuez tout le monde, n'est-ce pas? Et les gens vont se poser cette question. Est-ce le cas? Est-il possible qu'une personne qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit de toute sa vie puisse se transformer radicalement en monstre? Y a-t-il un monstre silencieux qui sommeille en chacun de nous? Eh bien, Philippe Zimbardo de l'Université de Stanford a voulu prouver que oui, dans le bon environnement, très rapidement, les gens vont commettre des actes indiciblement mauvais si tout le monde autour d'eux le fait. Si la direction leur dit « et crève l'œil de cette personne », ils vont le faire, d'accord? Presque instantanément d'ailleurs, sans réfléchir. Ils le font simplement parce que cela vit en chacun de nous. Vous ne devriez donc pas remettre en question les histoires que vous lisez. Et vous devriez également être indulgent et compréhensif envers les futures tortures de niveau militaire, comme celles qui se produisent à Abu Ghraib. C'est exactement ce que font les gens. Ils deviennent sadiques.
L'expérience du prisonnier de Stanford a été financée par les États-Unis, Bureau de recherche navale. Et je vais vous laisser entendre Philippe Zimbardo dans ses propres mots ici. Expliquer comment tout s'est mis en place. Écoutez. Notre objectif, en 1971, était d'étudier les conséquences comportementales et psychologiques du fait de devenir prisonnier ou gardien de prison. Pour cela, nous avons décidé de simuler un environnement carcéral, à la fois physiquement et mentalement, puis d'observer les effets de cette institution sur tous ceux qui se trouvaient entre ses murs. Nous avons utilisé le sous-sol du bâtiment de psychologie pour mettre en scène notre petite expérience, prévue pour durer 2 semaines. Une série de petits bureaux a été transformée en un environnement carcéral fonctionnel. Il comprenait 3 cellules, une salle pour les gardiens, le bureau du directeur, mon bureau de surintendant et un placard utilisé, si nécessaire, pour l'isolement. Nous avons sollicité l'aide de quelques experts en milieu carcéral pour nous assister dans la conception et la construction de notre prison. Le principal d'entre eux était Carlo Président, un ancien détenu récemment libéré après avoir purgé 17 ans derrière les barreaux dans les prisons de Saint-Quentin et de Soledad. Nous avons passé une annonce dans le journal de la ville pour recruter des participants à une expérience étudiant les effets psychologiques de la vie en prison. Ils seraient payés 15 $ par jour. Plus de 70 personnes ont postulé. Ils ont passé des entretiens diagnostiques et des tests psychologiques afin d'écarter tous ceux présentant des signes d'anomalies psychologiques, des handicaps médicaux ou des antécédents criminels ou de consommation de drogue. 24 ont été sélectionnés. Ils étaient tous des hommes en bonne santé, normaux, intelligents et issus de la classe moyenne, issus d'universités de tout le pays, et à pile ou face, chacun a été assigné au hasard au rôle de prisonnier ou de gardien. C'est uniquement le hasard qui a déterminé si quelqu'un était choisi comme prisonnier ou comme gardien. Par hasard. Classe moyenne, d'accord. Zimbardo lui-même qualifie l'expérience de drame, alors rencontrons les prisonniers. Rencontrons simplement les membres de la distribution car je pense que c'est assez pertinent. Ça va être très pertinent. Faites attention. Passons en revue ceci. Tout d'abord, nous avons Doug Carpy. Lui, Doug, est diplômé de Stanford en 1989. Son père était un membre éminent de la Sons and Retirement Society. On peut aussi passer au gars suivant. Qui avons-nous? Clay Ramsey. Clay Ramsey était dans les Marines et travaillait sur un navire marchand. J'ai pu d'ailleurs, vous ne pouvez pas trouver cela dans le livre de Zimbardo ou dans le livre de Latexier. J'ai découvert ces faits sur ces individus. Passons à la diapositive suivante. Richard Yako, prisonnier 1037. Son père était Samuel Yako. Samuel Yako était aux États-Unis, naval. Il a travaillé pour la NASA en tant qu'ingénieur. Richard a produit et réalisé des publicités pour la NASA. OK, passons à la diapositive suivante. Glenn G. est diplômé de l'Université de Stanford. Il est le prisonnier numéro 3401. Il avait obtenu un diplôme en génie chimique 1 an avant l'expérience. Il a reçu ce diplôme de l'Université de Stanford. Passons au suivant. Nous avons Paul Baran. Il a travaillé pour Halliburton après avoir obtenu un master et un doctorat de l'Université de Stanford. Son père, avons-nous écrit, pourrait être Paul Baran, l'ingénieur électricien qui a travaillé pour la Rand Corp. Ensuite, Stuart Levin a travaillé pour Halliburton Energy Services et Stanford Oil en tant que géophysicien. Il est diplômé de Stanford, titulaire d'un Master of Science de Stanford. Nous avons Jim Roney, 4325. Son père est le capitaine Times Roney de la base aéronavale de Moffat, également commandant du navire qui a récupéré Apollo 8. Son père était aussi ingénieur aéronautique, directeur des sciences et de l'ingénierie à l'Académie navale. D'accord. Nous avons Jerry Sue, qui est le prisonnier 5086. Nous apprenons de Jerry Sue qu'il a passé du temps au Canada avant l'expérience. D'accord. Il est originaire de Pennsylvanie et il a abandonné l'université. Enfin, bien sûr, le prisonnier qui nous intéresse ici est Thomas Williams. Thomas Williams était sans abri. Nous apprenons de Latexier dans son livre qu'il était étudiant de premier cycle et qu'il vivait dans sa voiture avant l'expérience. Et c'est tout ce que nous savons. Donc j'étais intriguée, d'accord? J'étais intéressée. On nous a également informé que l'un de ces prisonniers était en réalité une taupe. C'est-à-dire que le prisonnier travaillait pour Philippe Zimbardo et jouait simplement un rôle. Ce prisonnier n'était qu'un acteur.
J'avais le pressentiment que ce prisonnier pouvait potentiellement être le sosie de Jean-Michel Trognot, le prisonnier 2093. Mais nous n'avions vraiment qu'un seul indice concernant cette taupe qui nous a été donnée par l'un des prisonniers nommé Jonathan Mark. Enfin, je veux dire, l'un des gardiens, pardon, nommé Jonathan Mark, qui a fait un fil Reddit. En 2015, donc il y a 10 ans, il débarque sur Reddit et dit « J'étais prisonnier dans l'expérience de Stanford, enfin, gardien dans l'expérience de Stanford, posez-moi toutes vos questions. » Et voici ce qu'il a écrit dans ce post Reddit. Il nous informe que le prisonnier qui a été retiré de l'expérience à cause d'une crise, c'est Doug. Carpy était le frère cadet de l'un de mes amis, mais je n'ai jamais eu de contact avec lui par la suite. Lorsqu'il a été retiré, il a été remplacé par un nouveau prisonnier qui était en réalité un étudiant en master travaillant avec Zimbardo, qui avait été placé comme taupe pour découvrir ce que tramaient les étudiants prisonniers. Ce nouveau prisonnier, qui était aussi étudiant en master, était également une de mes connaissances. Donc, même si je ne l'ai pas dénoncé, et je suis sûre qu'aucun de nous n'était censé le savoir, il faisait partie de l'équipe de recherche et son passé n'a jamais été rendu public. À ma connaissance, je savais qui il était. D'accord. Maintenant, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en général. Tout d'abord, nous allons parler du moment où il a posté cela en 2015. Il dit que très clairement là que la taupe était une de ses connaissances et aussi un étudiant en master. Macron est élu en 2017. Thibault Le Texier, spécialisé en gestion d'entreprise, ayant un parcours en management, publie au hasard un livre sur l'expérience en mars suivant. Et puis une Française, Juliette Eisner, ensuite, réalise un documentaire sur l'expérience. Mon instinct me disait que cet intérêt soudain, très français pour cette expérience n'était en réalité pas du tout un hasard. Et je peux vous dire que mon instinct s'est avéré correct. Dans le livre de Le Texier, il affirme que la taupe était un étudiant en master. Il a dit que cet étudiant préparait son master à l'université de Stanford. Donc, il est d'accord avec Jonathan Mark lorsqu'il dit cela sur le fil Reddit. Sauf qu'il est clair, Le Texier, dans son livre, il nomme la taupe. Il a dit qu'il s'agissait d'un étudiant nommé David Gorchoff. Je suis tombée sur la première erreur. Le problème, c'est qu'une simple vérification m'a permis de savoir que David Gorchoff n'a jamais obtenu ni poursuivi de master à l'université de Stanford. En réalité, David Gorchoff était un étudiant de premier cycle qui, par hasard, avait un cours avec Zimbardo. Donc, pour moi, ça ressemblait à ce que Xavier dit, il faut raconter de petits mensonges pour embrouiller les gens. Je sentais que je devais confirmer qui était la taupe et confirmer pourquoi le latexier avait écrit dans son livre qu'il s'agissait de David Gorchoff. C'était bien sûr, comme je l'ai dit, le prisonnier 2093, qu'on appelle le sergent en particulier, qui m'intéressait. D'une part, parce qu'à mes yeux, il ressemble évidemment à Jean-Michel Trognot. Aussi, si c'est Jean-Michel Trognot, il correspondrait à la description d'un étudiant diplômé qui aurait pu travailler avec Zimbardo. Zimbardo parle de cela comme d'un certain degré de jeu d'acteur impliqué. Et aussi parce que lorsque j'accède aux images publiquement disponibles de ce prisonnier 2093, je parviens à détecter un accent non américain. Écoutez bien ceci, d'accord? C'est une personne, quand je l'entends, qui sait parler anglais. Mais qui a du mal avec les R, n'est-ce pas? Il faudrait faire appel à quelqu'un comme Hugh Laurie, vous savez, la série Dr. House. Lui, je veux dire, je n'avais aucune idée que cet homme n'était pas américain. Ça m'a profondément choqué. Mais la plupart des gens, quand on apprend une langue, surtout une langue comme l'anglais, on peut avoir un peu de mal avec les R, peut-être les tenir un peu trop longtemps. Je vais donc vous montrer un extrait du sergent, prisonnier 2093. Et je veux que vous fassiez attention au schéma de parole. Si nous vous relâchions aujourd'hui, seriez-vous prêt à renoncer à la paix que vous avez gagnée jusqu'à présent? Je pense que la seule réponse possible à cette question serait non, monsieur. Pourquoi? Ma raison serait que si je devais renoncer à la paix jusqu'à présent, ce serait une perte encore plus grande de 5 jours de ma vie que cela ne l'aurait été autrement. C'est ce que je ressens. En d'autres termes, la paix compense-t-elle le temps passé? Non, monsieur.
Non, j'ai commencé à m'en rendre compte de plus en plus au cours de ces 5 jours, qu'avoir du temps à consacrer et à étudier pour avancer dans mes études à l'université Stanford ne pouvait pas être compensé par 15 dollars par jour. D'accord. J'ai dit, mais j'ai l'impression que quelqu'un essaye de prendre un accent américain. Et ça va devenir encore plus étrange car, comme je l'ai dit, bien sûr, j'ai dû envoyer quelqu'un à l'université Stanford pour accéder aux documents. D'accord. Rappelez-vous, il aurait dû être très facile pour moi de me contredire sur le point du prisonnier 2093. Était-il le véritable taupe? Ce prisonnier était-il l'étudiant diplômé qui travaillait sous la direction de Zimbardo? J'ai donc décidé que nous devions simplement apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Sarge. Vous savez, le prisonnier 2093, le Sarge. Étonnamment, Philippe Zimbardo n'a en fait publié un livre sur l'expérience de Stanford qu'en 2007. Il publie en 2007 le livre intitulé The Lucifer Effect, rien que ça. Et je me demandais pourquoi. Encore une fois, dans le cadre d'une enquête, il faut bien spéculer. Il faut réfléchir, non? Vous avez le droit de réfléchir. Et je me dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 2007 qui rendait cela pertinent? Non. D'accord, je télécharge le livre. Si ma théorie selon laquelle cela pourrait être Brigitte tient la route, alors je me pose la question. Est-il possible qu'il soit arrivé quelque chose à Brigitte et ou Emmanuel en 2007? Quelque chose qui aurait nécessité ce genre de retour en arrière, de réécriture de l'histoire, si l'on peut dire? Et il se trouve que c'est justement l'année où Brigitte et Emmanuel Macron se marient. Ils se sont mariés en 2007. Encore une fois, je réfléchis simplement à voix haute ici. Dans le livre de Zimbardo, il parle beaucoup du sergent. La description qu'il en fait est qu'il obéissait à tous les ordres d'une manière presque tordue. Cela mettait les gens mal à l'aise. Nous y reviendrons plus tard. Maintenant, il y a certaines choses, encore une fois, qui auraient facilement pu être démystifiées. Ma théorie repose simplement sur la description physique que l'on peut trouver et qui est disponible concernant le prisonnier 2093. Quelle est sa taille? Eh bien, en termes de caractéristiques physiques, le sergent était plutôt petit pour un homme. Le sergent mesurait seulement 1,73, d'accord? Brigitte McCrone, aujourd'hui, mesure un peu plus de 1,68. Et nous savons que les hommes rétrécissent de 2 à 8 cm entre 30 et 70 ans. Nous allons tous dans ce sens, d'accord? Donc, cela reste tout à fait possible. J'ai donc décidé, comme je vous l'ai dit, que quelqu'un devait accéder au dossier. Quelqu'un doit immédiatement aller à l'université de Stanford. Je vais t'acheter un billet d'avion. Et, croyez-le ou non, nous avons réussi à le faire. Et il y avait encore plus de choses inhabituelles concernant le prisonnier 2093. Tout d'abord, tous les prisonniers impliqués dans les expériences ainsi que tous les gardiens ont dû signer une autorisation de diffusion médiatique. Évidemment, il fallait signer une autorisation de diffusion pour cela. Leur signature, au moment de la signature, devait bien sûr être attestée par un tiers. Tous les prisonniers avaient un témoin tiers, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que Philippe Zimbardo, qui validait leur autorisation de diffusion, à l'exception de Glenn et du sergent, connu sous le nom de Tom Williams dans The Lucifer Effect. Son nom est Thomas, puis il devient Thomas Williams dans le livre de Texier. Et la signature indique Thomas C. Williams, mais la seule personne qui a attesté cette signature est décédée et cela aurait constitué un conflit d'intérêts pour une signature de témoin. C'est Philippe Zimbardo lui-même. D'accord? Ensuite, il y avait une boîte à l'université de Stanford qui contient les uniformes de prison. Curieusement, la tunique du prisonnier 2093 manque à l'appel. Il y a une petite chance qu'elle se trouve dans l'Ohio. Nous avons quelqu'un qui va y accéder maintenant. Il reste très évasif sur ce qu'il possède ou non. Mais il suffit de dire que la majorité est censée être à Stanford et ce n'est pas le cas. Peut-être parce que cela aurait contenu de l'ADN d'une certaine sorte si tu transpirais dans la prison, non? Il y a aussi dans les archives de Stanford une liste de toutes les adresses correspondant aux prisonniers. Parce que, souviens-toi, ils devaient aller chercher les prisonniers pour leur fausse arrestation. Ces prisonniers devaient être faussement arrêtés afin qu'ils puissent, donc ils ont organisé où les arrestations auraient lieu. Le prisonnier 2093 est le seul prisonnier dont l'adresse est indiquée comme étant le premier étage de la bibliothèque universitaire. Cet homme n'a pas d'adresse. Ah, c'est vrai, il vit dans sa voiture. Impossible de le retrouver de cette façon. On peut toujours revenir au registre d'adresse et fouiller dans les documents. C'est une piste morte.
Au 4e et 5e jour de l'expérience, Philippe Zimbardo a autorisé les parents à rendre visite à leur fils. Et il existe dans les archives une liste dactylographiée des parents qui ont rendu visite. Zimbardo remarque curieusement qu'il n'est pas sûr de savoir qui a rendu visite au prisonnier 2093. Il écrit « peut-être son père ». D'accord, regardons l'individu. Parce que cela existe, il y a un enregistrement de cela qui rend visite au prisonnier 2093. C'est la seule séquence qui a été rendue disponible du jour des visites concernant le prisonnier 2093. Regardez. Il n'y a pas de son sur cette vidéo, mais je ne pense pas que cet individu ait l'air d'être un père. Cette personne a en fait l'air d'avoir peut-être le même âge, exactement le même âge que notre 2093. D'accord. Il existe aussi une archive numérique, une feuille dactylographiée, qui a évidemment dû être tapée des décennies plus tard, où il consigne cela. 2093 a reçu la visite de quelqu'un nommé Werner Fer. D'accord. Werner, nom de famille orthographié F-U-R-A-S. Nous n'avons aucune idée de qui pourrait être cette personne. Ce nom ne ressemble même pas à un vrai nom de famille. J'ai cherché. Dans les registres disponibles en ligne, je n'ai pas pu trouver une seule personne portant le nom de famille F-U-R-A-S pour commencer à enquêter. C'est donc plutôt mystérieux. Et bien sûr, le plus important, c'est de passer en revue ces autorisations de diffusion qui incluaient, comme je l'ai dit, tous les gardiens et tous les prisonniers. Il n'y a aucun David Gorchov qui ait signé une autorisation. Mais je pensais que David était la taupe. Vous auriez sûrement fait signer une de ces autorisations à David s'il avait été votre taupe. Cela a été diffusé dans les médias, ces images. Donc, en même temps, j'ai demandé à Skyler, mon producteur, de contacter Jonathan Mark, le gardien qui avait fait l'AMA sur Reddit. Et il a dit qu'il les connaissait tous. Donc, la façon la plus simple de me discréditer moi-même, parce qu'en réalité, je voulais rapidement réfuter cela, c'était simplement de lui faire dire « Oui, c'est David Gorchov, je le connais ». Et miraculeusement, nous avons réussi à entrer en contact avec Jonathan Mark. Il nous a dit qu'il était prêt à passer un coup de fil avec moi le lendemain matin, même s'il était en Asie. Donc, c'était la nuit, chez nous. Nous l'avons eu au téléphone vers 22 heures, la nuit. Et la conversation, je veux dire, Jonathan Mark était précis, il était descriptif. Il a parlé de toutes les failles dans l'expérience de Zimbardo. Il m'a dit qu'il pensait que Texier avait fait un très bon livre. Et je lui ai dit genre, non, je ressens que... Et le Texier a en quelque sorte omis la partie où il s'agissait d'un énorme conflit d'intérêts. Parce que beaucoup de ces personnes avaient des liens avec l'armée et que l'armée finançait les expériences. Ensuite, je lui ai parlé de cette taupe. Je lui ai parlé de ce hama sur Reddit qu'il avait fait il y a seulement 10 ans et il est devenu un peu hésitant. Il nous a dit que la taupe était, selon lui, mariée à une fille qui était une amie à lui au lycée. Il est sorti avec elle, mais ensuite il nous a dit qu'il ne se souvenait pas vraiment de grand-chose à propos de la taupe. Il ne se souvient même plus vraiment de son nom. Peut-être que c'est David Gorchov, il n'en est pas sûr. Je n'étais pas très à l'aise avec cette partie. Alors j'ai commencé à me demander pourquoi Jonathan Mark, le gardien, avait soudainement fait ce AMA en mars 2015. C'est presque 45 ans après l'expérience initiale. Ce type saute le pas et il le fait, un AMA sur Reddit, pour parler de cette expérience. Je repose la question en réfléchissant à voix haute. Y avait-il quelque chose dans la vie d'Emmanuel Macron et Brigitte qui aurait pu être significatif? Et je ne plaisante pas, en mars 2015, la semaine exacte où il l'a fait. Ce fil AMA sur Reddit, c'est exactement le moment où Emmanuel Macron est présenté pour la première fois au public français. Vous pouvez le voir sur sa page Wikipédia. Je n'invente rien. Il est écrit « Macron s'est fait connaître du public français après son apparition » sur l'émission télévisée française des paroles et des actes en mars 2015. D'accord, c'est assez particulier. Je me suis dit, c'est un peu étrange. Continuons simplement. On doit réessayer. Et je dis à Skyler de le contacter, cette fois avec une photo très claire de David Gorchov. Je l'ai maintenant retrouvé. Cette personne, il l'a décrite il y a 10 ans comme une connaissance. Ce type est censé être la taupe, demande-lui directement si cet homme, la photo de cet homme, était la taupe dont il se souvient dans l'expérience. Il nous dit qu'il ne sait pas. Il ne s'en souvient plus maintenant. Donc, c'est une impasse.
À ce stade, je voulais regarder de plus près le langage du prisonnier 2093. Parce que même si l'on maîtrise une langue, il est difficile d'en maîtriser la façon de la parler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'argot, des dialectes, une certaine attitude et une façon particulière de s'exprimer dans une langue. Donc, on peut toujours repérer un étranger, d'une certaine manière. Ils sont presque un peu trop corrects, c'est un des signes. Évidemment, quand on apprend une langue, on l'apprend correctement. On n'apprend pas l'argot. Alors, on décide simplement de jeter un œil à la transcription. Donc, on ne peut pas l'entendre dire cela, mais il existe une transcription disponible. Sur le site des archives de Stanford, à propos de The Sarge, c'est son entretien de sortie, et on l'interroge sur son comportement, sur le fait qu'il ait obéi à chaque ordre. Il ne l'a pas fait, il a simplement fait tout ce qu'il était censé faire. Il dit, vous savez, qu'il aimait en quelque sorte recevoir des ordres et les suivre, et nous allons lire un extrait de cette transcription. D'accord. Voici ce qu'a dit le prisonnier 2093. Affichons la transcription. Je suppose qu'on pourrait dire que je jouais mon meilleur rôle parce que je crois que la vie, en réalité, dépend du rôle que l'on joue pour déterminer comment on agit. Dans presque toutes les situations que j'ai vécues, je peux les décrire en fonction du rôle que je joue. Et être en prison, devoir suivre toutes ces règles, c'était l'une des premières occasions que j'ai eues de jouer le rôle de base, ou du moins autant que je puisse le comprendre. Le rôle de base sur lequel les autres rôles sont construits. Et je ne peux pas me décrire en termes d'autre chose que de rôle. Je crois que le plus important, ce sont les résultats et non les tentatives. Le prisonnier revient vers eux et dit « Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire par là. » 2093 continue. Je veux dire, je changerais pour presque n'importe quel rôle. Non. Presque tous les rôles qui peuvent être construits sur le rôle de base afin d'accomplir ce que le rôle de base voudrait accomplir, mais ne pourrait pas accomplir par lui-même. Oh, je vois. D'accord. Et puis, il continue et demande. La personne lui demande, d'accord, je vois. Supposons que la sélection aléatoire ait abouti à ce que vous soyez garde. Comment pensez-vous que vous auriez pu entrer dans le rôle de garde? 2093 dit « Je pense que j'aurais pu jouer le rôle d'un bon garde. Je pense que j'aurais pu intégrer ce rôle de manière à être satisfait des normes de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. C'est juste bizarre. » Pouvons-nous tous simplement reconnaître que c'est bizarre? Tout ce discours sur les rôles en disant « le soi ». Quoi? Ce n'est pas comme ça que parlent les Américains. OK, ce n'est certainement pas toi. Vous me dites que c'est une personne qui était dans sa voiture et qui était un étudiant. Et on parle comme si tout le monde était sous LSD parce que la CIA en répand partout en Californie. Génération hippie. Ouais, mec, c'est cool. Ce type débarque et commence à parler du rôle du soi là-dedans et tout, genre, c'est beaucoup trop formel. C'est aussi bizarre. C'est comme s'ils étaient détachés d'eux-mêmes et disaient qu'ils pouvaient remplir n'importe quel rôle. On a l'impression qu'ils se moquent un peu de nous à ce moment-là. D'ailleurs, si on peut comparer ça à d'autres transcriptions et les autres personnes interviewées ont l'air d'Américains. Ils ont l'air décontractés. Voici Jim Roney, prisonnier numéro 1525. Et on lui demande si l'expérience a été difficile pour lui ou non. Il dit que c'est beaucoup plus strict. C'est beaucoup, enfin, ma vision d'être prisonnier, c'est quelque chose qu'on voit dans les films, quelqu'un qui traîne dans sa cellule. Ça demande un peu plus que ça. Il faut renoncer à presque toute individualité. Je fais exactement ce que les gardiens me disent de faire. Je suis plutôt obéissant. Et puis la personne fait des allers-retours et on voit bien, quand on lit les transcriptions, que tous les autres sont beaucoup plus détendus. Donc maintenant, je suis enfermé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le prisonnier 2093. Je ne sais pas, non, mais je sais, tu vois? Je ne plaisante pas quand je dis que j'ai même prié à ce sujet parce que j'ai ressenti spirituellement quelque chose de très maléfique. Il se passait quelque chose. Et tout cela, je veux être clair, c'est le timing de Dieu, n'est-ce pas? Parce que naturellement, en ce moment, ce qui coïncide avec ça, c'est que nous apprenons et lisons sur Sigmund Freud. Dans mon club de lecture, nous lisons L'assaut contre la vérité. Nous lisons sur Sigmund Freud les abus rapides d'enfants qui se produisaient à Paris, comment il a manipulé ses enfants. Il travaillait sous la direction de Charles à Paris. Puis il inverse la situation et dit non, non, ce sont les enfants qui sont attirés par leurs parents. C'était un abus incestueux. Et dans le prochain livre que nous allons lire, nous allons encore apprendre sur Sigmund Freud dans mon club de lecture, mais cette fois, nous allons découvrir qu'il était un kabbaliste. Il possédait un zohar.
S'il y a une chose à savoir sur les kabbalistes, c'est que les chiffres ont une importance capitale pour eux. La numérologie est importante. Alors je me dis, les numéros des prisonniers, ils ne peuvent pas être aléatoires. Comme ils sont aléatoires, mais ils ne peuvent pas être aléatoires. Ils doivent forcément avoir une signification. Ils sont partout, n'est-ce pas? Certains sont à 3 chiffres, d'autres sont à 4 chiffres. Il n'y a aucune logique. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Plus que tout, c'est simplement difficile pour vous si vous contrôlez cette expérience. C'est difficile de suivre tous ces numéros. Quand vous voulez juste attribuer à quelqu'un le numéro 3, 4, 5, peu importe, et puis ça me frappe. Tout dans cette expérience est militaire. Ces numéros doivent être militaires. Ils doivent avoir une signification militaire. Et voilà, je suis tellement ignorant en matière militaire. Je ne savais pas que les gens qui sont dans la marine... Comment envoie-t-on une lettre à quelqu'un qui est sur une base militaire? Que signifie le fait d'ajouter un numéro d'unité à un code postal? Si vous voulez envoyer du courrier, cela correspond à des bases militaires. Et voilà que par hasard, les numéros de prisonniers correspondent justement à ceux des bases militaires de 1971. Militaires. Et je vais vous les présenter tout de suite. Celui de Doug Corby était 8612. C'est le numéro qui était attribué à la station d'armes navales de Long Beach, en Californie. Et c'est incroyable, car celui-là m'a pris un certain temps à déchiffrer. Parce que, apparemment, lorsqu'il s'agit d'un centre médical, d'un établissement médical, il leur attribue ce qu'on appelle des numéros DMS. Mais encore une fois, Long Beach, Californie. Ensuite, nous avons Clay. Ramsey 416 correspond à l'équipe d'ingénierie au Vietnam, l'équipe de CB de la marine 416. J'ai trouvé leur album de promotion. Je suis en train de le parcourir et je soupçonne que je vais y trouver un visage familier. 1037, je vous ai dit que le père de Richard Yako était dans la marine. Je vous ai dit qu'il était ingénieur. Cela correspond à l'USS Bronstein. Le commandant était Stanley Thomas Counts, qui dirigeait l'ingénierie chez Hughes Aircraft, Shippole 1037. Glenn G, ce 3401 correspond à l'USS Darter. Le Darter, en 1971, a été déplacé à San Diego cette même année pour soutenir les opérations de la 7e flotte. Gaulle-Baran, 5704, c'est-à-dire les Forces armées d'Europe, le Canada, le code postal 5074 et le Moyen-Orient. Whitehubble, nous avons des difficultés à trouver quoi que ce soit sur Whitehubble. Donc, nous ne sommes pas sûrs à propos du 7258. Quelqu'un, quelque part, pourra me le faire savoir. Nous avons même eu du mal à établir qui est sa famille ou s'il a un lien avec le télescope Hubble. Nous n'avons donc que des points d'interrogation en ce qui concerne Whitehubble. Stuart Levin, 819. C'était le poste naval en 1971 en Espagne. Ils ont envoyé l'équipe d'ingénierie MC4. Ils sont arrivés là-bas en juillet 1971. Jim Roney, 425. Cela correspond à l'aérodrome de Moffett, je suis désolé, à Camp Pendleton. Et est-ce que j'apporte ça, n'est-ce pas? Moffett, aérodrome fédéral. Ouais, Mountain View, Californie, désolé, là où est basé le 7e groupe d'opérations psychologiques de la réserve de l'armée. Nous avons également Jerry Hsu. Nous avons le camp Pendleton, en Californie. Il s'agit bien sûr également d'une base navale en Californie. Et puis, dernier point, mais non le moindre, et vous n'êtes pas obligé de montrer celui-ci, car je veux parler à travers celui-ci. Tom Williams, prisonnier 2093. Est-ce une base navale? J'ai un indice, les gars. J'ai effectivement un indice d'une base navale qui correspond à l'unité navale plutôt qu'à ce à quoi elle correspondrait normalement. Et c'est la seule unité navale de la liste qui n'est pas américaine. Et il se trouve justement qu'elle appartient à la France. Île Clipperton. Qui aurait cru qu'il y avait une base navale sur l'île Clipperton? La première chose à laquelle je pense, c'est quoi cette île Clipperton? Je me demande si c'est moi le problème. Mon mari me dit alors qu'il n'a jamais entendu parler de l'île Clipperton. Et c'est fou, parce que mon mari est le roi de la géographie. Xavier Poussard dit qu'il n'a jamais entendu parler de l'île Clipperton. Alors laissez-moi vous montrer cette île dont apparemment peu de gens ont entendu parler, qui avait une base et une présence navale militaire. C'est une île française? Regardez ceci sur la carte. Ouais, entrons ici. Clipperton.
Que se passe-t-il exactement sur cette île isolée et mystérieuse de Clipperton, située au milieu de l'océan Pacifique? C'est incroyable. Ouais, je crois qu'on dit la seule île française du Pacifique supérieur. Je pense que c'est correct. En fait, vérifiez-moi là-dessus. Je me demande ce qui se passe sur l'île de Clipperton. Personne ne le sait, d'accord? C'est comme si les gens posaient le plus de questions possible, vraiment. Elle a une histoire assez sanglante. Je crois même que sur le lien que tu viens d'ouvrir, il est dit qu'il se passe beaucoup de choses étranges là-bas. Il y a du folklore. Je me demande quel genre de folklore. Pourquoi la France? Qu'est-ce que la France fait sur l'île de Clipperton? Et maintenant, je commence à être vraiment sûre que le prisonnier 2093 est louche. Alors Skyler dit « Envoyons juste un message à Jonathan Mark. Il est ouvert et communicatif. » Demandons-lui carrément à propos du prisonnier 2093. Et bien sûr, on aurait dû faire ça dès le début. Le sergent était quelqu'un de très important, d'après le livre de Zimbardo. Tous les détenus le détestaient, soi-disant. Ils lui ont donné ce surnom, le sergent, parce qu'il était tellement militaire. Skyler envoie son message à Jonathan Mark et il lui dit la vérité. « Hey, nous avons parcouru les fichiers de Stanford. Nous sommes un peu frappés par le fait qu'il n'y ait aucune information qui nous permette d'approfondir le sujet du prisonnier 2093. Son nom, Thomas C. Williams. Pouvez-vous nous aider? Genre, qui est ce type? » Je ne plaisante pas. Quand je dis ça, il me répond en disant « Je n'ai aucun souvenir de lui et je n'étais même pas conscient de son existence. » Fin de citation. Fermeture. Fermeture. Oh, je suis désolée. Vous n'étiez pas au courant de son existence? Il n'y avait que 9 prisonniers impliqués dans cette affaire. Vous en parlez depuis le tout début. Vous apparaissez dans des magazines, vous avez participé à des documentaires, vous avez participé au documentaire récent, celui qui portait sur cette histoire sur Hulu. Vous êtes en train de me dire que tout à coup, ce prisonnier que Zimbardo a mis en avant dans son livre, vous ne vous en souvenez pas? Vous ne savez rien sur ce type? Vous nous avez dit que vous aviez lu le livre de Texier. Que vous aviez lu le livre de Zimbardo, il parle du sergent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne saviez pas qu'il existait? C'est plutôt fort. Je sais qu'il existe. Vous ne savez pas qu'il existe? Ce type qui remonte à loin, il y a quelques détails. C'est le sergent. Tu sais, Thomas, tu ne le connais pas? Il dit « Pas vraiment, rien. » Arrêtez tout. D'accord, très bien. On tient quelque chose, voilà. C'est le prisonnier 2093 qui est protégé pour sauver au moins, d'accord? Mais la dernière chose que je devais élucider, c'était le mensonge de Zimbardo. Mais le plus gros morceau du mensonge qu'il raconte, lorsqu'il dit qu'ils étaient tous de la classe moyenne, c'est quand nous avons réalisé, comme je vous l'ai dit dans l'épisode de jeudi dernier, que l'un des gardes, Chuck Burton, était un descendant des Rothschild. Un Rothschild? Des enfants de la classe moyenne? Non, Chuck Burton. Grand-père dirige Sears. Vous êtes la famille Herstatt, comme la banque. Que faisons-nous ici? C'est un peu étrange que tu fasses semblant d'être un gamin pauvre qui faisait du sac à dos et avait besoin de 15 $. Et maintenant, si j'ai raison et qu'il s'agit de Jean-Michel Trunion, alors cela voudrait dire qu'il y avait au moins 2 agents Rothschild, on pourrait dire, peut-être, ou du moins des personnes liées au Rothschild. C'est peut-être une façon plus appropriée de le dire. Chuck Burton et Jean-Michel Trunion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec les Rothschild qui ferait que cela arrive? Mettre ces personnes ici? Historiquement parlant, et là je me fie à mon instinct, je me dis que les Rothschild n'ont vraiment été connus que pour se soucier d'une seule chose. Je veux dire, c'est une famille qui existe depuis des générations, mais quand on parle d'or, les Rothschild reviennent toujours, tu vois? Juste d'un point de vue historique. Je sais qu'aujourd'hui, cela est considéré comme de l'antisémitisme, mais c'est juste un fait, tu sais. Ils sont connus pour s'intéresser à la banque, à la dynastie bancaire, non? Et puis je me dis, d'accord, mais évidemment, rien ne se passait en 1971 concernant l'or. Les gars, c'est fou. Faux. Des choses majeures se passaient. D'accord? Donc, tout d'abord, il faut savoir que de 1959 à 1969, le président de la France était Charles de Gaulle. D'accord. C'était Charles de Gaulle. Et ce qui s'est passé, c'est que Charles de Gaulle est devenu un peu MAGA à la fin.
parce que la question de la mondialisation du système de la Réserve fédérale commençait à émerger. L'Amérique avait déjà adopté le premier système au niveau national, d'accord? Avant, votre dollar était adossé à l'or. Et puis, ils ont dit, vous savez quoi? On va abandonner ça. On va un peu passer à une société basée sur la dette. Le gouvernement va prendre les décisions sur ce qui existe réellement. L'Amérique s'était déjà éloignée de ce système au niveau national. Mais en 1971, Richard Nixon est président, n'est-ce pas? Et il parle genre, tenez-vous bien, et on va faire ça à l'international. En gros, on passe complètement au fiat. On va simplement mondialiser ce système de réserve fédérale, n'est-ce pas? Charles de Gaulle était contre ça. Il n'aimait pas du tout cette idée. Et il commence à dire qu'il ne va pas accepter ça. Et donc, tenez-vous bien, ce qui se passe, c'est en fait une révolution de couleurs. Les gens commencent à manifester dans les rues en France et il doit simplement démissionner. C'est la fin, il n'y a plus d'issue. Charles de Gaulle est renversé. Dégage d'ici, espèce de garmaga. À parler de préoccupations pour les citoyens français, à vouloir s'assurer qu'ils ne deviennent pas esclaves de la dette. Tu dois partir. Et à sa place, on installe Georges Pompidou. Georges Pompidou devient président de la France. Il était d'abord Premier ministre. Il devient maintenant président et en 1971, l'année même de l'expérience de Stanford, devinez ce que la France a fait? La France a rapatrié tout son or des États-Unis. Ils ont dit « Rendez-nous notre or. Nous voulons tout notre or. » Et cet effort militaire, évidemment, l'armée a dû transférer cet or, littéralement, depuis l'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été révélé quels navires de guerre ont été impliqués dans le transport de cet or en 1971 de l'Amérique vers, vraisemblablement, la France. Je ne sais pas si c'est bien allé en France. Personne ne le sait. Il n'y a aucune réponse quant à l'endroit où tout cet or est allé. Je ne sais pas, mais cela aurait du sens. Peut-être que cela pourrait expliquer que si vous êtes les Rothschild et que vous vous souciez de la banque, vous voudriez vous assurer que des membres de la famille et des personnes très proches de vous soient impliqués dans cette affaire. Je suis obsédée. Je suis obsédée. Je dois savoir ce qui se passe. N'importe quoi. Si vous savez quoi que ce soit sur ce qui se passe sur l'île Clipperton, vous devez envoyer un email à tipsycandaceowens.com parce que je suis sur le coup. Si vous savez quoi que ce soit sur le prisonnier 2093, le très mystérieux Tom Williams, vous devez envoyer un email à tips. À CandaceOwens.com, pour vous informer, nous avons déjà consulté les dossiers publics disponibles sur le site de Stanford. Nous savons, je sais, que nous sommes proches. Jane O'Call écrit « Il faut avoir du cran pour être la première dame de France ». Liam Momberg écrit « Amour et lumière d'Afrique du Sud ». Nous sommes avec vous. Jonathan Werner écrit « Et merci au fait, j'adore l'Afrique du Sud ». Ici passe beaucoup de choses louches se passent là-bas et beaucoup de choses louches s'y sont déjà produites. Jonathan Werner écrit « Salut Candace, continue de répandre la vérité. As-tu vu la nouvelle bande-annonce du film d'horreur biblique « Le Fils du charpentier » J'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Je n'ai pas vu la bande-annonce. Je ne regarde plus de films. Je lis juste des livres. Je suis simplement fascinée par l'apprentissage de la véritable histoire parce que je pense que la vérité est en quelque sorte, je veux dire, ce qui s'est réellement passé. Les événements de notre monde sont évidemment, comme le dit l'expression, bien plus étranges que de la fiction. Sparky écrit « Ne vous attardez pas trop sur l'électroaimant de 800 livres, l'électroaimant de 8000 livres jusqu'à ce qu'on en sache plus à ce sujet. Ils sont couramment utilisés dans les grues des parcs à ferraille. C'est probablement à ça que ça sert. Ne donnez pas à Brigitte et compagnie. Munitions. Oh non, il y a plus d'informations sur ce navire et ce dans quoi il était impliqué. Mais merci pour votre commentaire. Je ne peux vous en donner qu'une certaine quantité par épisode, mais ce n'est pas le seul procès dans lequel il a été impliqué. Et bien sûr, où il se rendait en Californie et à quelle heure il y allait. Baron Schwartz écrit « Le rôle de base pourrait être un modèle de lavage de cerveau pour les autres prisonniers. » Peut-être. Oui, c'est très étrange. Les interviews que vous voyez avec ce prisonnier, ce qui est rendu public, sont bizarres. Elles sont tout simplement très, très bizarres. Assistez à une pièce. Mark Everett. J'ai eu des symptômes de manque quand tu étais absent. Tu n'as pas droit aux jours de maladie. D'accord, très bien. C'est juste. J'ai compris.
Adventure, fun, Times écrit, Hager dit dans son livre que, dans les années 1770, la franc-maçonnerie était utilisée pour fomenter la révolution et non pour pratiquer l'occultisme, et que certaines factions de la franc-maçonnerie étaient mécontentes d'autres factions parce que beaucoup ne pratiquaient pas l'occultisme. Les proches amis de Macron sont des pédophiles. Les proches amis de George Washington étaient des catholiques et des protestants dévots. Nous devrions vraiment parler de l'histoire américaine. Il est temps de rejoindre. D'accord, c'est quelque chose que nous... Tout ce que vous pensez savoir sur l'histoire américaine est faux, sauf le fait que, oui, c'était une histoire de francs-maçons et que ce sont les mauvais francs-maçons qui ont gagné, c'est tout ce que je dirais. Alaska Dog Lady écrit « Catholique de naissance, qui a quitté la foi pendant des années, est revenue en tant que protestante, mais je suis retournée à la messe et l'Esprit Saint m'a poussée à inscrire mes enfants à l'OSIC aujourd'hui. Célébrez avec moi. » C'est absolument incroyable. Et laissez-moi vous dire, c'est la ressource qui les intéresse le plus. Ce sont nos enfants. Il nous incombe de protéger nos enfants. Esprit, corps et âme. Je ne plaisante pas. C'est tellement évident. Nous vivons maintenant dans ce que je décrirais comme un monde post-Epstein, d'accord, où ils sont juste masqués en ce moment. Ils sont masqués en ce moment. Ils essaient d'appliquer la stratégie freudienne du gaslighting pour nous manipuler pendant qu'ils nous maltraitent. Les médias essaient de nous faire croire que nous sommes fous. Pourquoi faites-vous attention? Non. Vous êtes tous devenus masqués. Bien sûr, d'ailleurs. Je vous disais qu'il y a cette émission qui était très populaire en Amérique. Elle est très populaire, White Lotus. Et dans la dernière saison de White Lotus, il y avait de l'inceste inutile. Et les gens ont simplement arrêté de regarder. Ils ne voulaient plus voir ça. Et il s'est avéré qu'il y avait une chanteuse de K-pop très populaire qui jouait dans cette saison. Elle n'a pas participé à la scène d'inceste, mais elle n'avait jamais joué auparavant. Et elle a été intégrée à cette saison en particulier, la saison de l'inceste, pour ainsi dire. Eh bien, il s'avère qu'ils pensent qu'elle a obtenu ce rôle parce qu'elle sort avec Werner Arnault, qui, comme nous le savons, gravite dans l'entourage des Macron. Et Brigitte Macron elle-même a remis un prix à cette chanteuse de K-pop. Et en plus de cela, ils viennent d'annoncer que la nouvelle saison de White Lotus sera tournée à Paris. Alors, disons juste, je ne sais pas, il se passe tellement de choses en ce moment qu'on se dit, je ne sais pas, la France, mais peut-être le gouvernement qui s'effondre.